Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et Mesdames, Messieurs. Donc, je vais vous focaliser un petit peu, d'ailleurs, Monsieur Vigneron l'a évoqué, sur la réorganisation territoriale des activités chirurgicales et interventionnelles, car, comme l'a dit Michel Bramy, l'interventionnel maintenant doit être parfaitement intégré, à tel point d'ailleurs je vous signale que l'Académie nationale de chirurgie a considéré que les médecins qui faisaient de l'interventionnel étaient devenus des membres possibles et donc des chirurgiens à l'Académie de chirurgie. En chirurgie, le fonctionnement optimal d'une structure chirurgicale, elle repose sur 3 éléments qui sont un plateau technique adapté et performant, un bassin de population et un recrutement suffisant, et des équipes médicales et paramédicales formées et en nombre adéquat. On sait très bien qu'en 2017, en France, ce n'est pas partout cela, et les GHT et les réorganisations peuvent éventuellement pallier et corriger. Le plateau technique, je serai assez rapide, mais pour dire qu'il s'agit non seulement du plateau technique diagnostique et imagerie de façon générale, mais également des plateaux diagnostiques thérapeutiques, car en chirurgie de plus en plus, les machines sont nécessaires, les dispositifs médicaux, et d'autre part, on tombe sur la réorganisation des blocs opératoires, car l'arrivée d'ambulatoires, l'arrivée d'un certain nombre de nouvelles procédures chirurgicales font que les blocs opératoires maintenant ne sont plus organisés comme ils étaient, même il y a simplement une dizaine d'années. Deuxièmement, le bassin de population et de recrutement, après M. Vigneron, je dirais que des choses excessivement pratiques pour les chirurgiens, c'est, quelles que soient les définitions des territoires, le problème pour la chirurgie, c'est que les volumes de recrutement soient adaptés, ni insuffisants ni trop importants. S'ils sont insuffisants, ça va perturber au bout d'un certain temps la technicité. S'ils sont trop importants, ça risque d'altérer la qualité des interventions et des indications, puisqu'on a vu que dans les cas où il y a eu des difficultés, il y avait soit des indications qui étaient excessives, soit parfois même des activités qui sont devenues quasi industrielles. Donc ces 2 points-là sont importants. Et puis d'autre part, et notamment avec les problèmes de démographie d'anesthésie, les ressources de façon générale doivent être corrigées par cet élément des territoires. Et puis il y a le problème de la permanence des soins. Et ce problème de territoire est important en urologie. En 2008, on avait fait toute une étude, aussi bien dans le privé que dans le public, sur le nombre d'hospitalisations complètes ambulatoires en fonction de tous les sites en France qui faisaient de l'urologie. Et quand on regarde cette carte, et les tout petits points isolés qui correspondent à moins de 50 hospitalisations complètes ou ambulatoires peuvent poser le problème de leur justification dans certains territoires. Et puis enfin, la taille des équipes de personnel médical. Sur le plan universitaire, c'est évident. Sur le plan hospitalier, c'est fréquent. La taille des équipes chirurgicales en France, à activité égale à celle des Allemands ou des États-Unis, est nettement insuffisante en nombre de... Enfin, insuffisante, plus faible en nombre de praticiens. À cela s'est rajouté le fait que la réglementation, et j'ai indiqué un certain nombre de points, que les tâches administratives, que l'influence de la société et la féminisation sur la durée du travail, la multidisciplinarité, dans un certain nombre de spécialités, on va le voir, c'est très important, et quand on est 2 ou 3 ou 4 spécialités à discuter d'un même malade, ça prend plus de temps qu'on est un chirurgien seul qui travaille sur un malade, et puis enfin la démographie anesthésique, font que ces facteurs nouveaux jouent également un peu en augmentant le travail d'équipe qui sont déjà parfois relativement légères. Et puis la chirurgie a énormément évolué. En 2017, Emmanuel Vigneron l'a évoqué, il y a de 12 à 15 spécialités qui font de la chirurgie, car j'ai intégré là-dedans notamment l'interventionnel. La chirurgie dite générale, dans le SROS de 2000, on avait le mou et le dur, qui étaient les enfants de la chirurgie générale, et puis les autres. Actuellement, il y a entre 40 et 50 activités
chirurgicales dans le sens très large du terme, différentes. Je vous ai donné quelques exemples, c'est 3 spécialités, et on a dans certaines spécialités des chirurgiens qui ne font plus que, pour l'orthopédie, la chirurgie du pied ou la chirurgie de l'épaule. On doit intégrer ça dans le fonctionnement des réorganisations chirurgicales. Il y a des modes, on va le voir, d'activités qui sont soit programmées en hospitalisation classique ou en ambulatoire, soit d'urgence, soit avec autorisation, qui ne posent pas exactement les mêmes problèmes. Et puis, il y a toutes les nouvelles organisations, comme la chirurgie ambulatoire, la réadaptation rapide, les malades rentrant à J0, les patients debout au bloc, les hôtels hospitaliers, qui vont complètement transformer. À la Pitié-Salpêtrière, j'avais fait une étude sur les hôtels hospitaliers pour la médecine, ça représentait 60% des malades hospitalisés un jour donné. Donc ça transforme complètement les choses. Donc, le mou, le dur et les autres, comme classification de la chirurgie, maintenant ça doit aller plus loin, surtout si, dans le cadre des projets médicaux, on veut essayer d'aboutir à des choses pratiques. D'autres tendances, vis-à-vis des jeunes, on avait interviewé les membres du Conseil national des jeunes chirurgiens, la surspécialisation et l'hypertechnologie sont des facteurs d'attractivité. Faire venir dans un hôpital de proximité quelqu'un qui n'a accès à aucune des techniques nouvelles, il ne vient pas. Les urgences, depuis 10 ans, on l'a vu avec Brigitte Homsi à l'ARS Île-de-France, ont complètement été modifiées. Maintenant, il y a tout un tas d'urgences qu'on opérait en urgence, qui maintenant, soit sont reprogrammées le lendemain. La chirurgie de la main, 95% de l'activité de la chirurgie de la main ne se fait plus en urgence. Et ça, en moins de 5 ans. D'autre part, il y a tout un tas de pathologies chirurgicales qui maintenant sont traitées médicalement, et si ça ne marche pas, on les opère, mais par définition, c'est de la reprogrammation. La multidisciplinarité, j'en ai parlé, c'est sûr que les RCP pour la cancérologie font que ça prend beaucoup plus de temps qu'avant, quand devant son patient, on décidait de faire tel ou tel traitement. Et ça, la chirurgie de l'obésité vient, même si ça commence à être codifié. En urologie, toute la neurourologie ne se fait plus avec simplement l'urologue, mais avec l'urologue, le réadaptateur, le neurologue, etc. Et donc, ça joue un rôle. D'autre part, la tendance forte, et je veux dire que en étant un des initiateurs, l'interventionnel et l'endoscopie digestive, je parle bien de l'endoscopie digestive, car à chaque fois on parle de l'endoscopie, alors qu'il y a déjà plein de spécialités chirurgicales qui depuis des années et des années font de l'endoscopie et qui n'est jamais envisagée. Et on parle toujours de l'endoscopie, alors que c'est de l'endoscopie digestive, dont 98% est de l'endoscopie digestive diagnostique, qui n'a rien à voir avec l'endoscopie, y compris digestive, interventionnelle. Et je pense qu'on doit faire attention à la sémantique, car ça a des conséquences tout à fait différentes. Mais donc, l'interventionnel et l'endoscopie, notamment thérapeutique, elles doivent être dans les blocs opératoires maintenant. On peut se poser le problème sur le plan de l'asepsie et des différentes procédures, des endoscopies ou de l'interventionnel, qui est fait dans des structures qui ne sont parfois pas des blocs opératoires. Donc tout ça doit être pris en compte, et on parle de la Second French Revolution, à la suite de la première qui était la celluliochirurgie, c'est que maintenant la vidéochirurgie, de façon générale, prend des parts de marché sur la chirurgie classique, même si elle est faite très souvent également par des chirurgiens, que tout un tas de recherches sur le plan optique, sur les caméras, sur les instruments, qui sont d'ailleurs une chance pour éventuellement d'ailleurs l'industrie médicale française, sont importantes. Ça a comme sous-entendu également que dans les blocs opératoires, la réorganisation des ingénieurs et des techniciens biomédicaux doit complètement changer par rapport à l'organisation actuelle. Et il est sûr que ça participe aussi au fait que la réorganisation dans les hôpitaux doit prendre en compte ce plan-là. Il y a le problème des robots, c'est actuellement plus de la télémanipulation que des robots, mais le problème des robots, quelles que soient les discussions, qu'elles soient académiques, financières ou simplement d'ego, sont déjà passées, puisque les robots en chirurgie, c'est comme la celluliochirurgie, quand la celluliochirurgie est arrivée, les robots se développeront, de toute façon, le monopole disparaissant progressivement, ils coûteront moins cher. Et puis enfin, il y a toute la chirurgie virtuelle. Il faut savoir que maintenant, il y a l'Académie de chirurgie, Dominique Franco avait organisé une séance il y a à peine un mois,
Le malade arrivera maintenant à l'hôpital, il aura son scanner, son IRM. Le chirurgien, dès le lendemain, pourra mettre sur son portable avec des lunettes spéciales et voir le malade virtuel, Monsieur Dupont, et s'entraîner à l'intervention sur le malade virtuel, Monsieur Dupont. Ce qui va améliorer considérablement, en plus de ça, les problèmes de formation, qu'elle soit initiale ou qu'elle soit continue pour l'évolution des techniques opératoires, mais tout ça également va changer considérablement, et à Strasbourg, c'est déjà en fonction, change déjà considérablement les choses. Et donc les conséquences vont être que les blocs opératoires demain vont être totalement, et devoir être totalement informatisés avec une circulation des images, avec la fusion en temps réel de la fluoroscopie, des ultrasons, et déjà dans certaines spécialités quelque chose qui est presque quotidien, qui va devoir s'accélérer. Et donc tout ça nécessite évidemment des blocs ayant une logistique derrière importante. L'architecture et la logistique de façon générale, en urologie maintenant dans un bloc opératoire, on a les ultrasons à haute intensité, les radiofréquences, les lasers, la cryochirurgie, les ondes de choc, dans n'importe quel service d'urologie qui veut pouvoir traiter les lithiases ou les tumeurs. Il est évident qu'il y a un certain nombre de services d'urologie qui, dans des structures essentiellement publiques, mais parfois aussi privées, n'ont pas accès à ces technologies, et donc ça pose également des problèmes. J'ai déjà parlé d'endoscopie et d'interventionnel thérapeutique, et puis il y a le problème de l'équipement radiologique dans les blocs opératoires qui doit être considéré comme étant progressif, car il ne s'agit pas de mettre des salles hybrides partout, mais il faut avoir un certain niveau. Donc tout ça joue également, et c'est quelque chose qui s'accélère. Et c'est pour ça qu'au niveau du rapport, et dont je remercie M. Dorleman d'avoir évoqué sur la chirurgie en 2025, que l'Académie avait fait en 2013, on a proposé, à la suite d'un recensement des activités, de déjà voir quels étaient les grands types d'activités en chirurgie. Il y a, alors quel que soit, on appelle ça type, niveau, il faut trouver un vocabulaire, mais il y a d'une part les consultations et les soins chirurgicaux de consultation entre guillemets ou externes qui peuvent être tout à fait des choses qui sont indépendantes des blocs opératoires. Il y a deuxièmement l'arrivée de la chirurgie ambulatoire. Actuellement, on discute de la chirurgie ambulatoire dans des structures isolées totalement en dehors même d'établissements de santé. Mais on peut aussi imaginer que cette chirurgie ambulatoire se fasse, comme l'a évoqué Jacqueline Hubert, dans des établissements de proximité où il n'y a que de la chirurgie ambulatoire. Donc ça doit être envisagé. Et comme la chirurgie ambulatoire, on sait très bien qu'il y a des techniques, si j'ose dire, légères et des techniques lourdes. On peut envisager que les techniques lourdes ne doivent pas être faites en dehors d'un environnement important. Par contre, les techniques légères peuvent être faites, et dans la mesure où les malades ne sont pas là, et que maintenant les taux de réhospitalisation sont très faibles, peut être fait dans ces cas-là. Puis, il y a ce qui se fait beaucoup dans les hôpitaux de proximité, la chirurgie courante, qu'on peut imaginer d'être prédéfinie suivant les cas, et Michel Brabi a montré, en faisant la distinction entre les lourdes et les courantes, disons, les choses. Puis la chirurgie programmée courante et lourde dans des centres importants, qui peuvent être les centres support, et puis le recours au niveau des CHU notamment. Dernier point, c'est essayer d'avoir, et je pense que c'est indispensable pour établir les projets médicaux de chirurgie dans les GHT, c'est d'avoir des données d'identité des établissements de santé. Souvent en France, on raisonne à partir des chiffres globaux, et des nombres globaux qui ne correspondent pas, et souvent les chirurgiens et les médecins en général disent oui, mais ça ne représente pas mon activité. Donc, à côté des indicateurs globaux d'activité, dont j'ai indiqué certains, et des indicateurs de ressources chirurgicales qu'on trouve un peu partout, il faut aller avec une granularité plus précise sur les détails d'activité et de services rendus à la filière intra-hospitalière. Sur le plan quantitatif, le case mix de chaque service de chirurgie, et pas simplement par service, on verra tout à l'heure, par spécialité est important, le PMCT, le pourcentage de patients âgés, le pourcentage de patients entrés par les urgences, les nombres de multirhumes, les pourcentages de rhumes avec soins critiques, tout ça existe. Mais tout ça, en pratique, souvent, n'est pas du tout intégré dans les réflexions, et en tout cas pas à un niveau suffisamment précis. Et puis, il y a également l'activité sur le plan qualitatif, on en a dit un mot. Il faut avoir aussi des données sur la performance et sur les
blocs, et les blocs qu'ils soient chirurgicaux ou interventionnels, et donc les indices de performance sur ADMS en fonction du case mix sont des choses importantes, car comparer simplement deux structures sous prétexte qu'elles font de la prothèse de hanche, mais on ne sait pas le reste, n'a pas de valeur. Et puis, il faut savoir, et étant en charge de la réorganisation des blocs opératoires à la source publique, le nombre de salles armées, de salles dédiées à l'urgence, à l'ambulatoire, etc., on s'aperçoit que même des structures importantes ne savent pas très bien ce qu'il y a exactement. Et qu'enfin, il y a l'environnement, c'est pas pareil de raisonner dans un hôpital qui a obstétrique, réanimation, endoscopie, interventionnelle, etc., et dans une structure qui n'a pas forcément tous ces éléments, et ça doit rentrer en ligne de compte. Donc en conclusion, et je déborde simplement ma conclusion, la transformation des activités et des techniques, elle est évidente, et le rythme, le cycle de transformation est de plus en plus accéléré, que de façon générale en médecine, un bon diagnostic c'est indispensable d'un bon traitement, et je pense que ça doit être très largement diffusé à l'organisation et pas simplement à la médecine, et donc il faut qu'on arrive à faire des bons diagnostics, et parfois on réorganise sans diagnostic, et donc il faut optimiser nos outils de diagnostic. Et le tableau que je vous ai montré, par exemple, sur les fiches d'identité des établissements, c'est ce qu'on est en train de travailler à l'ARS Île-de-France. Et puis, il faut raisonner pour réorganiser sur des données objectives. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Je propose quand même que nous consacrions quelques minutes à une discussion générale et je laisse Jean Dolleman mêler cette discussion. Merci d'abord aux intervenants de cet état des lieux, de ce premier diagnostic à la fois historique, contemporain, nous projetant dans l'avenir de la chirurgie. On voit bien que ce qui est en question, ce n'est pas simplement une structuration, je dirais, conjoncturelle. Ce dont il est question, c'est bien d'une réorganisation structurelle qui permette d'anticiper les enjeux de demain. Ce qu'on voit aussi, ça nous a été très bien dit, c'est que il faut embarquer non seulement l'hospitalisation publique, mais l'hospitalisation privée dans ce mouvement général. Que le groupement hospitalier de territoire, de ce point de vue-là, est un levier et qui a vocation, d'une certaine manière, à s'élargir à une vision plus large, plus, comment dirais-je, complémentaire de l'activité et de l'offre chirurgicale sur les territoires. Ce que nous avons vu aussi, c'est que la logique de territorialisation qui est à l'œuvre, à travers 135 ou 136 GHT, c'est une logique qui est sur un chemin de crête entre volontarisme d'un côté et capacité d'action des acteurs. On voit d'ailleurs que dans cette logique de réorganisation, il y a un absent présent, qui est l'Agence régionale de santé, puisque le projet médical de territoire des groupements hospitaliers de territoire, c'est en même temps un projet qui doit se situer dans le cadre du projet régional de santé et des SROS, qui sont de la compétence des agences régionales de santé. C'est donc, je ne sais pas si c'est Sisyphe, je ne sais pas si c'est la recherche du Graal qui est actuellement en cours. Ce qui est certain, c'est qu'on est à un point tout à fait essentiel de l'évolution des structures de soins dans les années qui viennent. Je pense que cet état des lieux l'a très bien produit. Je vous laisse la parole pour quelques questions à nos intervenants. Oui. Merci. Moi, je m'appelle Henri Klein, je suis PUPH, je suis chef de service dans un CHU à Nancy, en orthopédie, traumatologie adulte. Donc dans le service, on fait 60% d'activités réglées et 40% d'activités non réglées, c'est-à-dire de la traumatologie, en particulier chez les personnes âgées. Tout d'abord, je trouve que les exposés étaient tout à fait remarquables, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme je suis chargé d'organiser un tout petit peu la filière dans le cadre du GHT de notre CHU, de la filière d'orthopédie, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Mais
Je voudrais reprendre, monsieur, ce que vous avez dit sur les relations qu'on peut avoir avec nos collègues du privé. Encore une fois, mes propos sont tout à fait mesurés, parce que dans la ville de Nancy, forcément, en privé, c'est des bons, puisqu'ils sortent de chez nous, donc ils ont été bien élevés. Et il y a effectivement, sur le plan structurel, ils ont bénéficié du patou, enfin, je reprends les anciennes dénominations. Et là, ça devient très très difficile, si vous voulez, parce que on s'est très bien rendu compte que le management de la chirurgie, on va dire, orthopédique non réglée, surtout chez les personnes âgées, c'était quand même difficile. Et ils nous les renvoient systématiquement, si je puis dire. Alors attention, je ne veux absolument pas relever une sorte de guéguerre stupide et stérile entre le public et le privé. C'est pas du tout ça, mais je vous pose la question, messieurs, quelles peuvent être les clés d'un début de solution pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Encore une fois, ce n'est pas un problème de compétence. Et là, ça nous pourrit un peu la vie. Moi, j'ai eu un de mes chefs de clinique donc, dans le public qui m'a dit, écoutez, il faudra accepter encore deux transferts de la polyclinique, je ne citerai pas son nom, mais enfin peu importe, parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus le matériel pour opérer les patients. Alors j'ai dit, écoute, c'était évidemment un dimanche soir, donc j'ai téléphoné au collègue de chez moi, et le collègue, c'est un de mes anciens chefs de clinique, il ne m'a pas reconnu. Il m'a dit, écoutez, je suis désolé monsieur, mais je ne peux pas le prendre parce que je n'ai plus de matériel. Alors je lui ai dit, écoute, moi je t'ai reconnu, tu te fous de ma gueule, il faudrait que tu trouves autre chose. Ah, il me dit, c'est vous. Bon, ben d'accord, je vais les prendre en charge. Enfin bon, mais c'est anecdotique, mais sur cette part qui n'est pas négligeable et qui, sur le plan de la gestion de la population, alors vous allez me dire, c'est du public et du privé, ce qui est probablement plus difficile, c'est ce que vous nous avez expliqué, madame. Mais comment pourrait... Moi, je voudrais des débuts de commencement de solutions pratiques. Et je vous en remercie, monsieur. Je dirais que d'un certain côté, vous anticipez sur la table ronde qui va suivre. Mais je crois que la question que vous posez, c'est un des points de vigilance dans la constitution des GHT. On voit bien que la logique des GHT, c'est une sorte de logique de filiarisation au sein du service public d'abord. Et ça, à la fois c'est un progrès nécessaire par rapport à ce qui nous a été rappelé, c'est-à-dire un climat concurrentiel qui a été avivé par la tarification à l'activité. C'est un progrès, mais on voit bien qu'il est nécessaire à un certain moment d'embarquer le reste de l'hospitalisation sur cette même logique territoriale. Le risque serait sinon, précisément, au lieu de cultiver des complémentarités et des mises en synergie, c'est de voir s'affirmer face à une filière de prise en charge publique puissamment restructurée et donc extrêmement attractive, des progrès encore supplémentaires de réorganisation et de restructuration de l'hospitalisation privée dans une logique également de filière concurrentielle. Et là, je crois que ce risque, il existe, parce qu'il y a des décalages de temporalité, y compris dans la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016. Les communautés professionnelles de territoire ne sont pas constituées, elles restent en réalité largement du domaine du vœu pieux. L'organisation même, comment dirais-je, de la médecine de spécialité d'une manière générale est très en arrière de la main par rapport à l'organisation de la médecine de premier recours telle qu'elle ressort de la loi de modernisation. Et donc ce décalage de temporalité est en lui-même dangereux. Je crois que chacun des acteurs en est particulièrement conscient, et notamment la Fédération de l'hospitalisation publique, la Fédération de l'hospitalisation privée, la FEAP, qui sont bien conscients que, en réalité, il faut, j'allais dire, pour reprendre une vieille expression politique, la période y autorise, il faut marcher côte à côte et frapper ensemble. Voilà. Je pense que c'est ce qu'ils vous diront dans la table ronde suivante. D'accord, merci infiniment.
vous avez encore d'autres questions avant d'aborder effectivement la table ronde suivante qui va s'attaquer directement à ce type de problème? On va peut-être passer à l'étape pause. On va faire une toute petite pause On va préparer les armes. parce qu'on a pris un petit peu de retard, de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer dans les délais qui conviennent.